Bienvenue dans ce 5e hors-série de la matrescence. Un mercredi par mois, un ou une experte répondra à vos questions. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Instagram de la matrescence, @lamatrescence, pour poser vos questions sous le post concerné. Ce mois-ci, on s'intéresse à un thème ô combien important, la sexualité. Hélène Goninet est sage-femme mais aussi sexologue. Elle a écrit un livre, L'enfantement entre puissance, violence et jouissance, aux éditions Mama. Ici, il est question de douleurs postpartum, de sexualité féminine, d'absence de désir du père, de sensations positives dans la zone vaginale après un accouchement, d'allaitement et de sexualité, de libido, de reprise de la sexualité après l'accouchement. Les thèmes sont vastes, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très fière de vous recevoir dans le podcast déjà, je voulais le dire. Eh ben, merci. Moi, je suis honorée aussi. Parce que j'ai terminé votre livre et je le recommande à tout le monde et je trouve qu'il est très pertinent. Même pas que sur la sexualité, mais en tout cas sur la grossesse et l'accouchement. Donc merci beaucoup. Alors, on commence. Première question. Je voudrais savoir ce qui fait que la sexualité féminine est autant un tabou dans notre société. Pourquoi est-ce que j'ai honte d'entrer dans un sex shop, d'avoir une sexualité épanouie, de mon sexe féminin et même de poser cette question? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous culturellement, nous venons de siècles, de millénaires où la sexualité féminine, en tout cas dans notre société, n'a pas été du tout valorisée. Ce qui est valorisé, et encore aujourd'hui, c'est tout ce qui est sexualité, coït, on pourrait dire masculine. Ça veut pas dire la sexualité des hommes, mais quelque chose d'actif, d'offensif, centré autour du sexe. Alors qu'en fait, la sexualité, c'est beaucoup plus vaste que ça, et que la sexualité féminine, ça serait plutôt une sexualité plus dans la réceptivité, dans les sensations, dans les émotions, dans le dialogue. Ce qui ne veut pas dire que les hommes n'ont pas cette forme de sexualité, hein. C'est vraiment la valeur du féminin. Et cette sexualité, finalement, elle n'est pas valorisée comme tout ce qui porte à l'action. Voilà. Donc, on a vraiment beaucoup de travail à faire pour valoriser tout ce qui est plus lié à la réceptivité, aux sensations, aux émotions, et à une autre forme peut-être de sensualité beaucoup plus large finalement. Voilà. Alors la question, pourquoi est-ce que j'ai honte d'entrer dans un sex shop? Alors pourquoi avoir envie de rentrer dans un sex shop? Alors est-ce que c'est par curiosité? Alors pourquoi pas? Donc à ce moment-là, ça vaut le coup de regarder qu'est-ce qui nous fait honte, qu'est-ce qui nous gêne, qu'est-ce qui nous dérange, est-ce qu'on a envie de le traverser ou pas? Mais ça peut être aussi pourquoi est-ce que si vraiment ça me dérange et que je n'ai pas envie, pourquoi s'infliger la visite dans un sex shop? C'est absolument pas obligatoire. Il y a plein de monde qui ne sont jamais rentrés dans un sex shop et que ça n'intéresse pas du tout. Voilà, je crois que la sexualité, c'est vraiment, tout le monde est unique. Tout le monde a son propre ressenti, a ses propres valeurs. Et peut-être que nous sommes aujourd'hui dans une société trop normative. On veut être normal, on veut faire comme les autres, on s'interroge beaucoup sur la norme. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est important de revenir à soi, à ce qu'on est, à ce qu'on ressent, à ce qu'on a envie. C'est ça, c'est peut-être ça aussi la sexualité féminine. Voilà. Alors bien sûr, la sexualité épanouie, c'est justement qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on aime. Alors dans la génitalité, dans le sexe, mais aussi dans plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime
je sais pas, aller voir un beau coucher de soleil, écouter une belle musique qui nous fait du bien. Il y a 1000 façons aussi de vivre sa sexualité d'une façon très large. Alors effectivement, de mon sexe féminin, moi j'ai constaté, surtout depuis que j'ai axé mon travail sur la sexologie, qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui n'aiment pas leur sexe, qui n'aiment pas leurs odeurs corporelles, qui ne s'aiment pas en fait. Et je pense que la première chose, enfin j'aimerais trouver un autre terme, mais peut-être que nous avons tous à apprendre à nous aimer tels que nous sommes, à aimer notre corps, et ça, homme comme femme, hein, à apprendre à le connaître. Et tout ça, des fois, c'est le travail d'une vie. Alors j'en profite de parler d'un petit livret que j'ai créé à cette intention pour les femmes, qui s'appelle Fleur de femme, et qui est un petit livret où il y a toutes les références anatomiques, mais aussi plein de vulves que j'ai faites très fleuries, pour peut-être prendre des moments pour méditer autour de son sexe de femme, pour le voir comme quelque chose de beau. Parce que c'est souvent quelque chose que les femmes rapportent. Elles trouvent cette partie-là de leur corps moche. Alors qu'en général, les hommes l'aiment, cette partie du corps des femmes. Et l'apprécient. Donc le retour des hommes, des fois, peut faire beaucoup de bien. Voilà. Est-ce que vous avez la sensation dans votre pratique que la nouvelle génération est plus à l'aise avec son corps et il y a moins de tabous autour de la sexualité, ou ça n'a rien à voir avec l'âge et la génération? Eh bien justement, moi je suis surprise. Moi je suis née en 60, donc j'étais enfant, mais j'ai quand même suivi un peu ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, et tous ces débats autour de la contraception, la légalisation de la contraception, de l'avortement. Et je trouve que finalement, on n'a pas beaucoup avancé depuis. Et je pense que il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'aimer. Alors peut-être que justement toute cette libération entre guillemets a amené à libérer une forme de sexualité, mais centrée autour du sexe. Mais finalement, tout ce qui fait la richesse des sensations, des émotions, de la relation, ça a été un peu mis de côté. Et peut-être que justement, l'accès à la contraception fait que les femmes aujourd'hui, ne se passent pas tous les jours toujours la question de elles, qu'est-ce qui leur fait du bien, de quoi elles ont envie. Et il y a quand même souvent encore cette histoire de devoir conjugal. Il faut bien que j'y passe de temps en temps, parce que sinon mon homme il craque. Et alors moi ça me paraît, moi qui suis d'une autre génération, je trouve ça fou que la question se pose encore. Voilà. On va en parler un peu plus loin sur les relations après dans le couple. Alors, question. Pendant la grossesse, si le col est fermé, est-ce que le sperme peut rentrer et passer quand même dans l'utérus? On dit toujours que les hommes ont peur de toucher le bébé, mais au final, est-ce que quelque chose traverse le col? Alors, pendant la grossesse, bien sûr, l'enfant, il s'implante dans la muqueuse utérine. Et puis petit à petit, il construit ses cellules, il construit les cellules de ce qui va faire son placenta, le liquide amniotique et tout ce qui l'entoure. Et ce bébé dans son espèce d'œuf souple et liquide entouré de membranes est complètement grandi à l'intérieur de l'utérus. Et l'utérus, est fermé par le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est comme une porte, c'est comme un cylindre qui fait 4-5 cm, enfin, quand il est bien long et bien fermé, qui est vraiment fermé, tonique, qui est là pour garder le bébé en place,
puisque nous sommes quand même des bipèdes et il faut quelque chose de costaud pour retenir le bébé dans l'utérus de sa mère. Et vraiment, ce col, il est, sauf pathologie, fermé. Il est plein de ce qu'on appelle le bouchon muqueux qui, en principe, pendant la grossesse, ferme l'accès de tout ce qui est à l'intérieur du vagin pour protéger l'enfant, en fait. Donc, a priori, le sperme ne peut pas passer dans l'utérus. Le sperme, il reste dans le vagin. Par contre, les hommes ont peur de toucher le bébé. Mais en fait, ce col de l'utérus, il est au fond du vagin. Petit à petit, le bébé, il se développe dans l'utérus, mais au fond du vagin, il y a accès à l'utérus et éventuellement, surtout quand le bébé grandit et appuie sur ce col, bien sûr qu'à la fin de la grossesse, il y a une possibilité de toucher le bébé au fond du vagin avec son sexe. Alors, est-ce que c'est à avoir peur? C'est important que les hommes puissent s'exprimer à ce sujet. Peut-être que on peut voir aussi l'acte sexuel pendant la grossesse comme des caresses qui peuvent être faites à l'extérieur, sur le ventre de la femme, et peut-être à l'intérieur, par l'intermédiaire du vagin. Ce n'est pas forcément quelque chose à craindre et à éviter, tant que c'est fait dans la douceur et dans le respect, finalement, de la femme enceinte et puis du bébé qui est à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Au final, c'est que chacun le voit comme il a envie et est à l'aise ou non avec. Oui. En fin de grossesse, je parle par rapport à cette peur. Oui. On est bien d'accord, c'est la fin de grossesse. Eh bien, souvent, en fait, les hommes commencent à avoir ces craintes quand le bébé commence à... Enfin, le bébé il bouge depuis le début, enfin depuis très tôt, mais c'est surtout quand les mouvements commencent à être perçus que là, tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Ah, mais il y a quelqu'un là-dedans. Alors, il y a quelqu'un là-dedans, mais c'est vrai qu'il faut pas lui faire du mal à ce quelqu'un, mais il est là. Les relations sexuelles n'ont jamais été prohibées, enfin en tout cas, j'espère, pendant l'accouchement. C'est une forme d'amour. De toute façon, le bébé, il a été conçu comme ça, et on peut penser que chaque être, en arrivant dans le monde physique, passe par cette étape de conception et du coup de relations sexuelles, sauf bien sûr maintenant avec les procréations médicalement assistées, mais nous sommes pratiquement tous issus d'une relation sexuelle. Donc autant que cette relation sexuelle soit aussi la plus harmonieuse possible, même si c'est pas toujours le cas. Et après, ça continue pendant la grossesse. Alors, troisième question. On parle beaucoup des difficultés après l'accouchement, mais pour moi, le manque et l'absence de sexualité ont débuté dès les premières semaines de grossesse. J'ai dû accepter, ou plutôt j'ai été forcée d'accepter, l'absence de désir de mon conjoint face à mon corps changeant et au fait qu'il me voyait comme la mère de son futur enfant et plus comme sa femme. Faire face à la gestion d'une frustration importante n'est pas chose facile et a été un réel bouleversement. Ça rejoint un petit peu la question précédente qui parle de la peur des hommes. La peur des hommes, parce que c'est important de communiquer, en fait, dans le couple. Bon, ce conjoint qui n'a plus de désir, c'est important de l'entendre, de le comprendre. Et puis, ma foi, effectivement, si ça peut être l'occasion aussi d'en parler avec un professionnel de santé pour rassurer le fait que les relations sexuelles ne sont pas mauvaises pendant la grossesse et que ça ne fait pas mal au bébé. Mais si un homme a tellement peur, c'est aussi respectable. Tout le monde a le droit d'être respecté dans ses désirs et
et ses besoins, ses envies. Et est-ce que c'est assez courant ce qu'elle ressent, cette femme, que le futur père, en voyant changer sa femme, n'arrive plus à ressentir de désir? Oui, je pense. Bon, alors après, je pourrais pas donner des pourcentages, mais oui, c'est courant, comme si tout d'un coup la mère devenait n'était plus une femme, et qui était quelque chose de sacré, d'intouchable. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit une femme n'a pas besoin d'être respectée. Bien sûr que si, elle a besoin d'être respectée, mais peut-être qu'elle a besoin d'être honorée. Alors, quand les hommes disent oh non non, mais moi je veux pas faire l'amour, je te respecte trop, mais bien sûr que si euh, que la relation sexuelle, c'est pas un manque de respect, c'est un honneur de pouvoir la vivre en tout respect, en toute communication avec son amoureux ou son amoureuse. Euh, voilà, mais ce n'est pas rare d'avoir des blocages par rapport à ça. Alors après, souvent, ça fait référence, mais bon, il faut faire peut-être un travail sur soi pour comprendre aussi, remonter aux générations d'avant, savoir soi-même comment on a été accueilli en tant qu'enfant, comment nous-mêmes, quand on était dans le ventre de notre maman, qu'est-ce qu'on a vécu par rapport aux relations de nos parents. Voilà. Mais bon, c'est parfois un travail de longue haleine. Et on n'a pas forcément envie d'aller trop dans l'introspection. Oui, c'est des questions difficiles, c'est ça, à Ouais, aborder, ouais. en famille, peut-être. Ah, je voulais rajouter quelque chose. Finalement, quand c'est toute la question aussi du désir. On n'a pas forcément dans un couple, ben, que ce soit homme-femme ou femme-femme, puisqu'il y a aussi des couples homosexuels, c'est toute la question du désir qui n'est pas en phase. Et peut-être que la grossesse, c'est un moment particulier où souvent les désirs ne sont pas en phase. Il y a des femmes qui ont beaucoup de libido et des hommes qui en ont plus, et vice versa. Et ben du coup, il faut jongler avec les différences. C'est aussi une façon d'apprendre à mieux se connaître, à connaître ses limites, les limites de l'autre, et à traverser ce passage ensemble. Ah non, mais c'est intéressant de dire que c'est un passage où il y a parfois une désynchronisation Mm. des désirata et du désir tout court, et il faut aussi accepter que ça peut être une phase mais encore une fois, j'imagine la clé, c'est la communication. Oui, la clé, c'est la communication. Et effectivement, la grossesse, c'est un temps donné dans la vie. Et c'est un passage où il y a tellement de changements que parfois c'est très difficile de gérer tout ce qui se passe face au fait de devenir parent, face au fait de tous les changements physiques. Moi, des fois, je me suis dit, mais pour un homme, voir aussi la femme se transformer, qu'est-ce que feraient les femmes si tout d'un coup, en quelques mois, leur homme, il se métamorphosait, il devenait une baleine? Peut-être. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile non plus, hein, de voir l'autre se transformer et de l'aimer de la même façon. Voilà. Alors, quatrième question. J'ai tellement envie d'un deuxième enfant que je n'arrive pas à envisager l'acte sexuel sans l'idée de l'enfant derrière. C'est dans les tripes, c'est devenu un besoin nécessaire, c'est ancré en moi. Étant donné que lui veut attendre pour bébé numéro 2, je ne ressens aucun désir, si ce n'est pour rien, entre guillemets. Comment remédier à cela ? Et oui, les femmes, des fois, elles sont prises par leur envie dans les tripes, hein, comme le dit comme vous le dites, ce besoin des tripes de vouloir faire un enfant, mais voilà. Quand même, idéalement, c'est
de concevoir un enfant à deux. Et voilà, le compagnon veut attendre. Moi, je trouve que là encore, cette femme a de la chance parce qu'il ne ferme pas la porte. Lui, il n'est pas prêt. Alors, pourquoi il n'est pas prêt? Lui aussi a droit à son mot à dire. Il a le droit d'avoir des peurs. Il a le droit de pas avoir envie tout de suite. Il a le droit... Voilà, chacun aussi, c'est super important de se respecter. Et comment retrouver l'envie de faire l'amour, d'avoir une relation physique avec son compagnon. Ce n'est pas pour rien. Est-ce qu'on ne fait l'amour que pour avoir des enfants? Bien sûr que non. Et l'enfant lui-même n'a pas forcément envie de ça. Qu'on veuille de lui pour lui et pas dans le cadre d'un échange et d'une relation. Alors voilà. Là encore, c'est une histoire. La clé, c'est de communiquer, et peut-être de retrouver quelque chose de doux, de tendre et dans l'échange, et que l'enfant ne soit pas un objet de chantage en fait. Ce qui peut des fois, ce qui de toute façon va avoir des conséquences plus tard et poser problème ultérieurement, parce que l'autre peut après dire mais moi j'en voulais pas, je voulais attendre. Donc voilà, c'est important, voilà, de communiquer, Mais est-ce que c'est assez classique, là, encore une fois, que les femmes ressentent ce désir de sexualité que s'il y a cette finalité de l'enfantement ou de tomber enceinte? Ça revient à quelque chose de très primaire, d'archaïque? Comment est-ce que ça s'explique? Oui, moi je dirais que ça vient à quelque chose, oui, comme elle le dit, ça vient des tripes. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi on veut tellement un enfant? La question de cet enfant, il vient pourquoi? Je trouve que c'est classique encore une fois, quand dans un couple ce n'est pas synchronisé, et c'est rarement quand même complètement synchrone. Il y a souvent l'un qui a envie de l'enfant avant l'autre. Donc soit finalement, c'est comme dans l'amour, soit on arrive à faire rentrer l'autre dans son désir et à partager quelque chose qui finalement va entraîner l'autre dans son désir, soit non, c'est pas le moment, c'est pas possible. Donc il y a encore à communiquer là-dessus, et puis on ne peut que respecter le désir de l'autre par rapport à ça. C'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus fréquent qu'une femme ait une envie irrépressible d'avoir un enfant, ou presque irrépressible, et que quand c'est l'homme qui veut absolument un enfant et que la femme ne veut pas. Je pense que c'est vrai que c'est moins fréquent, mais ça doit bien être possible aussi, parce que je le redis, nous sommes tous uniques, nos histoires de couple sont toutes uniques, et il y a quand même pas beaucoup de recettes magiques, sinon de communiquer, de se parler, de dire ce que l'on ressent. C'est la clé. Voilà. Alors, 5e question. Est-ce que l'accouchement voix basse sensibilise davantage la zone vaginale clitoridienne? Je m'explique. Dans les semaines et les mois qui suivirent mon accouchement, le plaisir et les sensations sont, pour moi en tout cas, décuplés pendant les rapports. Je voudrais savoir si c'est la norme, si ce que je ressens est bien une conséquence positive, entre guillemets, de l'accouchement. Alors, l'accouchement, bien sûr que le bébé qui vient au monde,
Il va, en descendant dans le bassin, venir stimuler, déjà ouvrir le col, mais aussi stimuler tous ces racines du clitoris qui sont situées entre à l'avant de l'utérus, et qu'on peut forcément imaginer que ça peut stimuler des sensations différentes de ce que l'on a toujours connu. Bien sûr que le bébé, il va ouvrir le col et ensuite il va traverser le vagin, il va traverser aussi le périnée pour venir au monde. C'est des sensations, surtout lors du premier accouchement, qui sont nouvelles et qui peuvent faire découvrir aux femmes quelque chose de différent de leur corps, de leurs sensations. Ça serait bien que ça soit comme ça pour toutes les femmes, malheureusement, pas toujours. Et bien sûr que cette question témoigne de cette conséquence positive de l'accouchement. Oui, c'est possible grâce à la maternité et à l'accouchement, de découvrir une forme de sexualité qu'on ne connaissait pas, de mieux connaître son corps. Et ça, c'est quelque chose dont on parle finalement peu. Sans doute qu'il suffit pas d'accoucher juste par voie vaginale, mais aussi que l'accouchement sûrement a été bien vécu dans le respect de la femme et dans le respect de son intégrité, et qu'il y a eu des sensations qui ont apporté quelque chose de positif à la femme qui accouche. Mais oui. C'est pas que lié avec le fait que ça descende dans la zone vaginale, c'est aussi le vécu psychique. Oui, de toute façon, nous ne sommes pas que des corps, hein, nous sommes des corps avec des âmes, de l'esprit, des sensations, notre histoire aussi, parce qu'en fait, ça, c'est tout ce que l'on vit quand on devient mère, mais ça nous renvoie à nous-mêmes quand nous étions un tout petit bébé, dans ce que nous avons vécu dans le ventre de notre maman, de ce que nous avons vécu dans les premières années de nos vies en interaction avec papa, maman. C'est une évidence que l'on oublie très souvent. Alors, question 6. Je m'interroge plus sur la sexualité pendant la grossesse et surtout pendant l'accouchement. Ayant lu le livre de Ina May Gaskin, je suis curieuse de l'accouchement orgasmique et j'aimerais bien avoir le retour d'expérience d'Hélène sur ce sujet. Y a-t-il des prédispositions pour le vivre ou au contraire on est toutes capables avec une bonne préparation? Quels seraient ses conseils pour transformer la douleur en plaisir? Et voilà. Alors, oui, l'accouchement orgasmique, ça existe. Alors, ça fait beaucoup parler, hein. La parole des femmes a été complètement ignorée pendant très longtemps aussi, et je pense que les femmes s'interdisaient même d'en parler, sûrement parce qu'elles avaient honte, et qu'il y avait vraiment un tabou sur le plaisir pendant l'accouchement. Et puis je dirais que la parole des femmes a commencé à se libérer il y a seulement une dizaine d'années sur ce sujet, et que les femmes en parlent de plus en plus. Or, il y a beaucoup de réactions assez presque agressives quand les femmes en parlent, avec des discours « mais non, mais c'est horrible, moi j'ai vécu des choses horribles ». Mais oui, il y a beaucoup de femmes qui vivent des choses horribles. Mais si on disait à ces femmes « mais non, c'est pas possible, t'as pas vécu des choses horribles, c'est génial d'accoucher », je pense que ça serait pas très bien perçu. Donc, je crois que c'est important aussi de pouvoir accueillir qu'une femme, oui, elle peut avoir un orgasme en accouchant, et que c'est super, que ce serait bien que toutes les femmes puissent avoir du plaisir en accouchant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas le cas
parce que d'abord on est conditionné à tu accoucheras dans la douleur, et ça c'est quelque chose qui nous suit depuis des décennies. Dans d'autres cultures, les femmes accouchent avec moins de douleur. C'est quand même très culturel tout ça. Sauf qu'on est dans une culture et on peut pas transformer si facilement que ça quelque chose qui est ancré. Mais il y a des choses que l'on peut mettre en place pour avoir plus de chances de le vivre, c'est-à-dire se retrouver avec dans les conditions où l'on vit des relations sexuelles le plus harmonieuses possible. C'est-à-dire quand on a envie de faire l'amour, on va pas dans une pièce complètement aseptisée, avec des éclairages très violents, avec des gens qu'on connaît pas, avec des odeurs qu'on n'aime pas. Ça veut dire que le jour d'accouchement, il faut essayer de se rapprocher le plus possible de quelque chose où on va se sentir dans l'intimité. Donc, quand les femmes accouchent à l'hôpital, c'est plus compliqué, mais peut-être qu'elles peuvent essayer de transporter un petit peu de ce qui les rassure chez elles, de transporter tout ça à l'hôpital, c'est-à-dire peut-être des petits objets sympathiques qui font du bien, une petite lampe tamisée qui donne une lumière tamisée, des musiques qui nous détendent, qui nous font du bien, des odeurs aussi, en fait, que tous les sens puissent nous ramener à quelque chose de l'ordre de l'intimité et du bien-être. Bien sûr, si on peut avoir autour de soi des gens qu'on connaît, en qui on a confiance, c'est génial. Si on peut avoir des gens autour de nous qui vont pas nous déranger, qui vont nous laisser vivre notre histoire, en nous rassurant éventuellement, en étant notre service, c'est super. Bon, après il y a les stimulations, pourquoi pas clitoridiennes, des stimulations sur les seins qui peuvent aider. Mais là encore, il faut qu'on soit à l'aise avec ça. Il faut que la femme, elle puisse se caresser sans avoir peur du regard des autres, parce que sinon c'est quand même contre-productif. Mais par contre, le danger, c'est de vouloir à tout prix avoir un orgasme en accouchant, et ça, il n'y a aucune garantie. C'est comme d'ailleurs quand on fait l'amour, il y a des fois des femmes qui peuvent avoir un orgasme, des fois elles peuvent ne pas en avoir. Parfois c'est de la surprise, parfois c'est pas. Et puis peut-être plus on en veut, moins on en a. Faut vraiment rester dans quelque chose de très ouvert et de. Il y a peut-être aussi une clé, c'est que pendant la contraction, bon, vous allez vivre la contraction comme vous pouvez. Peut-être vous respirez, vous la laissez monter, et puis la contraction redescend. Et par contre, à la fin de la contraction, appréciez ce moment après la contraction où tout d'un coup, le corps se relâche, l'utérus se relâche d'abord. Laissez votre corps se détendre. Essayez de savourer vraiment ce moment-là, et peut-être que vous aurez peut-être une seconde de plaisir, mais cette seconde de plaisir, elle n'est pas négligeable, et peut-être que là, vous pouvez essayer à la contraction d'après de la prolonger, mais savourez vraiment tous ces moments, parce qu'en fait, le travail, c'est une succession de vagues de contraction et de vagues de repos, et le repos, il est aussi important que la contraction. Savourez ces repos. Essayez de pas penser à la contraction d'après qui vient. Savourer tous les moments de calme après la tempête. Le moment aussi où l'enfant naît, c'est peut-être souvent le moment où les femmes ont le plus un orgasme, parce que c'est vrai qu'après toute cette intensité, toute cette difficulté aussi, tout d'un coup, il y a une explosion hormonale.
il y a cet enfant aussi qu'on rencontre et qui est un nouvel être extraordinaire qui vient sur Terre et qui arrive aussi avec tout ce qu'il est, et c'est vraiment une rencontre amoureuse qui peut complètement nous apporter quelque chose de l'ordre de l'extase. Alors, si j'ai un conseil, c'est savourer, puis essayer d'être dans le moment présent. Et puis même si c'est des miettes de plaisir, eh bien, cueillez-les. Parce que même une seconde, c'est ça. C'est ça de prix. C'est toujours ça de prix. Et puis de toute façon, voilà, c'est important de vivre les choses à sa manière, et puis de pas chercher non plus à être encore dans la performance de vivre le plus bel accouchement avec le plus d'orgasme possible. Bon, bah c'est de toute façon un enfant qui arrive, et de toute façon ça sera une belle histoire. Alors, 7e question. Est-ce normal de ne pas avoir du tout envie de reprendre une vie sexuelle après un accouchement, voire sur plusieurs mois après l'accouchement? Si oui, comment cela s'explique physiologiquement et psychologiquement? Et comment engager la conversation avec son ou sa conjointe pour parler de ce sujet sans froisser et sans que personne ne culpabilise? Merci. C'est une question qui a beaucoup été posée en tout cas. Oui. Ben, bien sûr, parce que là, j'ai reçu récemment une jeune femme qui venait parce que donc elle avait accouché 3 mois auparavant. Elle n'avait toujours pas repris de relations sexuelles avec son conjoint, et le médecin généraliste lui avait dit: « Ouh là là, 3 mois, mais c'est pas du tout normal, faut vous y mettre. » Oh, non. Donc ça m'a un petit peu, ça m'a quand même beaucoup étonnée, cette méconnaissance, hein, parce qu'en fait c'est très courant de mettre du temps à reprendre une sexualité, alors normale, une vie sexuelle après un accouchement, et il y a plein de choses qui jouent. C'est-à-dire, d'abord, il y a l'accouchement, comment il a été vécu. Même s'il a bien été vécu, quand même, il y a un bébé qui est passé là. Parfois, il y a eu une déchirure, ou malheureusement encore une épisiotomie. Et le corps a quand même, le vagin a été traversé par un bébé, ce qui est quand même gros, même si notre corps il est prévu pour ça, c'est quand même pas rien, un bébé qui passe à cet endroit-là. Et il peut y avoir alors des traumatismes plus ou moins importants liés au passage de ce bébé dans le sexe, et rien que ça, c'est nécessaire de souffler, de guérir aussi, de cicatriser, mais je dirais physiquement, mais aussi psychologiquement. Il peut y avoir pendant longtemps des femmes qui ont l'impression que leur périnée il va se redéchirer. Elles sentent une zone toute sensible, et il y a une peur de la déchirure, mais surtout c'est important en tout cas dans un premier temps, de se donner du temps, de cicatriser, s'il y a eu des traumatismes, c'est vraiment utile de reparler de l'accouchement avec des professionnels, des sages-femmes bienveillantes. Bon, après ça peut être aussi des psychologues, des sexologues, je pense que dans un premier temps, la sage-femme, c'est vraiment la personne qui accompagne la physiologie, c'est-à-dire tout ce qui se passe. Moi, j'aime pas ce mot de normal, mais quand même, il y a quelque chose de, en tout cas naturel, dans le fait de mettre du temps à
à retrouver son corps. D'ailleurs, on retrouvera pas forcément son corps d'avant, il aura changé, il aura été transformé, mais en tout cas de retrouver un petit peu la femme. C'est les sensations, c'est ça? Oui, puis même des sensations et puis des peurs aussi. Il y a cette peur qui revient assez souvent, la peur d'être déchirée. Et bon, il y a un moment donné, il faut arriver à être en paix avec ça. Et puis c'est important de partager ça avec son conjoint, d'en parler. Et puis ça peut être important de reprendre des câlins, mais sans sexe. Juste parce que souvent les femmes, elles ont envie de ça, elles ont envie de caresses, mais le sexe c'est trop, surtout au début. Mais c'est pas pour autant qu'elles ont pas envie de caresses sur tout le corps, parce que il y a pas que le sexe, il y a aussi le visage, les bras, les jambes, le ventre, toute cette zone-là, toutes ces zones en fait sont érogènes. Ne pas les oublier. Alors sinon, il y a, mais bon, des fois ça perdure et c'est important quand même quand ça perdure de vraiment de repenser à l'accouchement. Qu'est-ce qui a été difficile, parce qu'il y a quand même pas mal de femmes qui ont et on se rend compte que de plus en plus, il y a des femmes qui vivent des violences, ce qu'on appelle des violences obstétricales. Maintenant, on en parle beaucoup, et en tout cas des formes de traumatisme, et que on pourrait dire que l'absence de libido peut être une forme un reste de post-trauma, et que c'est parfois important de reparler de tout ça. Et puis bien sûr, de communiquer avec son conjoint, et puis de retrouver la paix avec ce corps de femme qui a pu être mis à mal. Et puis, ce que j'oubliais de dire, c'est qu'il y a aussi un bébé. Je parlais pas du bébé, mais le bébé, il est là. Donc le bébé, il a des besoins. Au début, les bébés, ça se réveille plusieurs fois par nuit. C'est quand même fatigant de se mettre au rythme du bébé. Quand on allait, mais quand on n'allait pas, c'est pareil. Un bébé, il a besoin qu'on s'occupe de lui, et les nuits, c'est aussi un moment où les bébés ne dorment pas forcément toute la nuit, et demandent à ce que, au moins au départ, les parents se mettent au rythme du bébé. Et ça, c'est tout un chemin aussi à faire. C'est fatigant, donc il y a aussi tout ce côté-là à respecter. Il y a un temps pour tout, mais c'est vrai que quand ça perdure, il y a un moment, c'est important aussi de se poser la question: où est le couple? Où en est le couple? Est-ce que là maintenant, au bout d'un an, par exemple, est-ce que ça serait pas bon de trouver des moments en couple, se retrouver tous les deux, retrouver des moments d'intimité à deux? Comment se donner ce temps-là parce que le couple, c'est aussi important. C'est pas ce qui est un couple qui est un bébé. Il y a un aspect, quand vous en avez parlé un tout petit peu et on va l'aborder dans la 8e question. Est-ce qu'il y a un lien, et quel est le niveau de ce lien hormonal entre allaitement et libido? Est-ce qu'il y a des astuces pour remédier à une baisse de libido dans le cadre d'un allaitement long? Alors, justement, bien sûr, on dit que l'allaitement a une tendance à rendre à donner une sécheresse vaginale et à provoquer une baisse de libido, mais en fait, c'est encore une fausse croyance, parce qu'il y a des études qui montrent, et en particulier, j'ai lu un mémoire de sage-femme sexologue qui avait interrogé, fait une étude très très fiable sur des femmes qui allaitaient longtemps, en comparant les femmes qui allaitent longtemps et les femmes qui n'allaitent pas. En fait, il y avait
plutôt, en tout cas dans son étude, une reprise des relations sexuelles satisfaisantes un petit peu avant les femmes qui n'allaitaient pas. Donc, il y a une fausse croyance là-dessus. Allaiter, ça ne donne pas forcément une baisse de libido et des difficultés à la sexualité. Quand on a des difficultés dans sa sexualité après l'accouchement, il y a un petit peu tout ce que je disais tout à l'heure, la question précédente, c'est-à-dire se poser la question de l'accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé de difficile? Après, ça peut être aussi des vieilles histoires qui reviennent de sexualité où on a été forcé, où on s'est senti subir les choses et qui peuvent avoir résonné avec des violences obstétricales, par exemple. Donc parfois, ça peut être utile de revisiter un peu toutes ces choses que dans sa vie, on a mal vécu autour de la sexualité, on a vécu comme des violences où on a subi les choses et c'est pas parce qu'on allaite longtemps qu'on a forcément des difficultés. Après, quand on allaite longtemps, c'est souvent que le bébé, il est mis en priorité. Bien sûr que le bébé, c'est une priorité, mais parfois ça peut être une fuite aussi. Le bébé, il prend toute la place et du coup, le couple n'en a plus. Donc, après, à chaque couple de voir ensemble, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas important? Et du coup, les papas, des fois, ils sont là pour dire bon, j'aimerais bien là qu'on prenne un petit peu de temps tous les deux. Et c'est important aussi d'accéder à cette pas forcément la demande de faire l'amour quand on n'en a pas envie, mais vraiment de prendre le temps de se poser. Où est mon couple? Ce bébé, je l'allaite, mais je peux aussi trouver des moments avec mon compagnon, avec ma compagne, pour retrouver une qualité de relation intéressante, que le bébé, il ne prenne pas non plus toute la place. Il a une place importante, ce bébé, mais parfois il en a trop aussi. Alors c'est à chacun, parce que à chacun de trouver une place juste pour tout le monde en fait. Hein. Et juste Hélène, par rapport à l'allaitement, là on parlait sur l'allaitement long, mais est-ce que en revanche il y a quand même un mécanisme hormonal qui joue sur les premières semaines avec la prolactine qui fait que ça fait baisser la libido, ou ça aussi c'est une fausse croyance? Apparemment, moi j'avais cette croyance et en lisant le mémoire là dont je vous parle, je me suis dit c'est encore une fausse croyance. Je connais des femmes qui ont retrouvé une sexualité super active en allaitant et d'autres pas. D'ailleurs, dans le livre que vous citiez tout à l'heure, que j'ai écrit, l'enfantement entre puissance, violence et jouissance, il y a vraiment des femmes qui témoignent de reprise de relations sexuelles très vite. Et moi, je dirais que c'est plus en fonction du vécu de l'accouchement que ça joue. Le vécu de l'accouchement est super important et peut-être aussi de tout ce qu'on a vécu dans sa sexualité jusqu'à présent. Il y a quand même de nombreuses femmes qui ont subi des choses pendant leur accouchement. Cette soumission, est-ce qu'elle ne fait pas écho à d'autres soumissions qu'il y a eu auparavant, au niveau sexuel? Mais c'est toute une éducation des femmes. Nous, les femmes, on nous éduque quand même à obéir, à nous soumettre. Encore aujourd'hui, je pense qu'on ne demande pas tout à fait la même chose aux petits garçons et aux petites filles. Les garçons, on leur demande d'agir, aux petites filles d'être patientes et d'attendre. Je suis sûre que
actuellement encore, il y a quand même toujours une tendance. Donc voilà, c'est arrêter de se soumettre et puis se sentir dans son corps, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on aime, de quoi on a envie, se laisser entraîner dans le désir de l'autre, pourquoi pas, mais tout en se respectant soi-même. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose par contre, mais ça c'est pour les femmes en général, et qui est sûrement intéressant quand même de savoir, parce que c'est assez méconnu, c'est que le désir des femmes n'est pas toujours, ne préexiste pas toujours aux relations sexuelles, que, on va dire de façon imagée, que souvent pour les femmes, l'appétit vient en mangeant. Et c'est-à-dire que des fois, une femme qui a pas envie de sexualité, avec si elle a quand même, si bien sûr elle aime son compagnon, puis que quand même elle a une certaine, alors c'est pas un désir, mais quand même qu'elle est un petit peu motivée ou qu'elle se motive à avoir une relation sexuelle, eh ben ça peut venir et c'est tout à fait honorable aussi, hein. Et c'est peut-être que dans cette période après accouchement, il y a peut-être un moment où les femmes peuvent se dire allez, et si je m'y mettais, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me ferait plaisir, et puis voilà, se motiver. Et puis voir après, bien sûr, si ça fonctionne pas. Il n'y a pas à se forcer. Il y a une différence entre se motiver et puis finalement arriver à une relation sexuelle qui peut être super chouette. Et bien sûr, il n'est pas du tout question de se forcer pour faire plaisir à l'autre. Je ne sais pas si vous sentez la nuance, mais elle est très, très importante. Et c'est encore une question de communication dans le couple. Et puis s'amuser avec ça. D'accord. Alors, question numéro 9. Je pose aussi une question. Donc, après mon accouchement, la reprise de notre intimité a été rapide et facile, mais quelques mois après et jusqu'à aujourd'hui, ma fille a 10 mois, je ressens comme un blocage lors de la pénétration, comme un os qui bloque. J'ai fait ma rééducation à 2 mois et demi post-accouchement, j'ai vu aussi mon médecin et gynéco au 6 mois de ma fille et rien à première vue n'est anormal. C'est lorsqu'il y a un écartement que j'ai mal, donc lors de la pénétration. Faire l'amour devient donc une source d'appréhension pour nous deux car j'ai très mal après. La seule solution pour atténuer la douleur, c'est l'huile de coco en guise de lubrifiant. Je me demande donc, est-ce que c'est un vaginisme, autre chose et comment guérir ? Et moi, je pense que cette question, elle rejoint d'autres questions qui ont été posées. Et je pense que là, il est certainement de question de quelque chose qui a été mal vécu pendant l'accouchement ou autour de l'accouchement ou pendant la grossesse, et que ça peut être utile de revisiter des choses qui ont été subies au niveau de la sexualité. Alors ça peut être même avant, hein, et puis pourquoi ça arrive à ce moment-là, parce que certainement l'accouchement quelque chose autour de l'accouchement a réveillé un ancien traumatisme, en tout cas quelque chose qui a été mal vécu par la femme. Alors pour un petit peu témoigner aussi de ma pratique, j'ai eu un cas il y a pas très longtemps où justement une femme avait un petit peu ce type de douleur après un accouchement. Elle sentait comme quelque chose comme du béton, et puis vraiment ça c'était intolérable. Alors on a un peu revisité l'accouchement. Bon, il se trouve que cette femme avait eu un forceps, mais elle me disait ah mais j'ai très très bien vécu le forceps, c'était très bien, j'étais avec une sage-femme qui m'écoutait, elle m'a tenu la main, elle était super gentille. Non, ça s'est très bien passé. Bon,
moi j'accepte, enfin, je veux dire, c'est le vécu de la femme, hein, même si je pense que quand même un forceps, ça a de quoi un petit peu traumatiser. Apparemment, c'était pas ça. Et puis, je lui pose des questions sur tout ce qui s'était passé autour de la naissance. Et puis, tout d'un coup, elle me dit, ah, le lendemain de l'accouchement, il y a une sage-femme qui a voulu me faire un sondage vésical. Un sondage, donc c'est mettre une petite sonde, un petit tuyau dans la vessie par l'urètre pour vider la vessie, parce qu'apparemment cette femme ne n'arrivait plus à bien faire pipi. Et donc cette femme me dit, alors là, elle m'a fait mal, j'ai hurlé, elle continuait, elle n'avait aucune empathie, c'était horrible. Et là, elle commence à passer en boucle cette situation. Elle me dit, oh, j'entends encore la porte qui s'ouvre, la porte qui claque, je sens cette odeur, elle sentait pas bon cette sage-femme. Et il y a tout un tas de choses que son cerveau avait enregistrées. Et puis, je n'ai plus de nouvelles. Alors, je pense que cette situation, enfin, se rappeler cette situation et pouvoir, le revisiter. Et puis moi, elle m'a beaucoup parlé de cette situation. Bon, après, je lui avais proposé un petit travail d'écrire à cette sage-femme tout ce ressenti. Alors, une lettre, pas pour la sage-femme et pas envoyée du tout à la sage-femme, mais pour elle, pour se libérer de tout ce qui avait été mal vécu. Et apparemment, ça a été efficace parce que je n'ai plus entendu parler d'elle. Voilà. Donc, je crois que quand on a vraiment des sensations comme ça, c'est important de revisiter tout ce qui a été l'accouchement. Alors, ça peut être l'accouchement, ça peut être après, ça peut être pendant la grossesse, parce que pendant la grossesse, il y a quand même plein d'occasions de vivre des traumatismes. Il y a les touchés vaginaux qui sont parfois pas très délicats. Il y a les échographies qui, quand c'est des échographies endovaginales, mais ça peut être super mal, super douloureux. Il y a il y a tout un tas de choses. Il peut y avoir aussi une relation aussi avec son conjoint ou avec il peut y avoir mille occasions de vivre quelque chose de difficile au niveau de sa sexualité. Et comme pendant la grossesse, il y a quand même beaucoup d'actes qui sont posés autour du sexe, ce n'est pas étonnant qu'il y ait peut-être autant de difficultés dans le temps juste après la naissance. Alors, dernière question. Je n'ai pas d'enfant et je n'ai jamais été enceinte. J'ai entendu parler d'accouchement orgasmique, du plaisir de l'allaitement, du sujet tabou de l'érotisme de la maternité, et cela m'angoisse car n'ayant pas vécu ces expériences, je trouve que c'est facilement associable à de l'inceste. Un éclairage sur le sujet serait bienvenu. Alors l'inceste, c'est quoi là? L'inceste, c'est des relations des relations qui sont interdites entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre enfants, oncles, tantes, cousins, enfin. Donc, évidemment, au niveau de la maternité, ces relations mère-enfant, je suppose que c'est de cela dont veut parler cette jeune femme. Alors, l'enfant, il est conçu par une relation sexuelle, autant que cette relation sexuelle, elle soit le plus plaisante possible. Après, comme je le disais tout à l'heure, cet enfant, il grandit dans l'utérus de sa maman. Il est tout contre le vagin de sa maman. Donc, quand il y a des relations sexuelles, il est témoin. Alors, peut-être qu'avant, on ne se posait même pas la question, mais maintenant, je vois que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent de se la poser. Alors, est-ce qu'il faudrait vivre la période de alors déjà concevoir sans plaisir,
avoir une grossesse sans plaisir pour surtout que l'enfant il ne soit pas contaminé par le plaisir, accoucher sans plaisir, mais alors du coup c'est est-ce que l'enfant il faut qu'il soit conçu et qu'il grandisse dès le ventre de sa mère dans une absence de plaisir, ça pose question. Non, l'enfant il est là, bien sûr, l'enfant c'est la vie. L'enfant, c'est important qu'il, en tout cas c'est comme ça, hein, il partage effectivement quelque part une forme de sexualité chez ses parents, en tout cas pendant la grossesse. Et si c'est comme ça, ça ne peut que lui faire du bien si, évidemment, les relations, elles sont aimantes, dans la douceur. Peut-être que c'est un moment où c'est les femmes qui devraient le plus mener la danse pour être justement dans la vigilance de leurs sensations, et pour pouvoir vivre au maximum quelque chose de doux et de respectueux pour elle et pour l'enfant qu'elle porte. Mais bien sûr que la sexualité, elle entoure toute cette période, et ce n'est pas de l'inceste, ça, c'est la vie en fait, c'est la vie. Et au moment de l'accouchement, mais pourquoi, si les femmes peuvent avoir du plaisir en accouchant, mais pourquoi ça n'apporterait pas un plus à l'enfant qui arrive, de voir qu'il arrive dans le plaisir plutôt que dans la souffrance? C'est encore quelque chose qui est incrusté dans notre culture. Il faut souffrir quelque part. Les femmes, il faut qu'elles subissent, il faut qu'elles souffrent. Le plaisir féminin paraît un petit peu suspect et coupable. Ça, c'est non, c'est pas de l'inceste. Et par rapport à l'allaitement, c'est pareil. Si un enfant, quand il tète, provoque un orgasme, ce qui arrive de temps en temps, mais ce qui est important, ce qui serait important, c'est de ne pas en avoir de la culpabilité, mais au contraire de partager ce plaisir avec cet enfant. C'est chouette, on vit quelque chose de chouette tous les deux. Bon, c'est sexuel, mais il y a aucune raison de s'empêcher d'avoir du plaisir quand il y a quand ça arrive. Par contre, peut-être qu'il sera important d'avoir une précision sur l'après-accouchement, parce que c'est vrai que quand l'enfant grandit, il y a un moment donné où c'est peut-être pas toujours, c'est pas sain que l'enfant il reste dans le lit des parents, qu'il soit le témoin de leurs ébats, parce que ça peut l'inquiéter, parce que ça peut le mettre dans la confusion. Et bon, il y a des travaux actuellement sur les violences sexuelles, sur les abus sexuels sur enfants, qui disent que un enfant a besoin, alors il n'y a pas d'âge, mais voilà, c'est important d'être peut-être un peu attentif à ça, et surtout à partir du moment où on se pose la question, c'est stop. L'enfant, si on a envie de faire l'amour, on va dans une autre pièce. Peut-être que l'enfant, il n'a plus à être dans le lit des parents, à bénéficier de toutes leurs hormones, peut-être qui émanent autour de la sexualité, et c'est peut-être important que lui ne soit pas mêlé aux ébats. Et par contre, pendant la grossesse, c'est la vie. C'est la vie. On retiendra ça, c'est la vie.
Merci beaucoup, Hélène, d'avoir répondu à toutes les questions. On pourrait évidemment parler de plein d'autres sujets autour de la sexualité. C'est un thème très vaste qui est peu abordé et très tabou. Mais on a déjà essayé de faire un petit panel et une cartographie, une photographie de ce qu'on peut se poser comme question entre la grossesse et l'accouchement et le postpartum. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Clémentine. Au revoir. C'était le hors-série numéro 5 du mois de juin 2020. Prenez soin de vous, on se retrouve en juillet.